profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le terrifiant secret caché depuis 24 ans à Disney World, la vidéo interdite de River Country. Cela fait 3 ans que ma famille n'était pas partie en vacances en Floride, ce que nous faisions chaque année avant la récession. Comme nous avions désormais assez d'argent, mes parents ont décidé, à la demande générale de ma sœur et moi, que nous irions à nouveau à Walt Disney World. Nous étions tous les deux adolescents et nos parents ont trouvé cela un peu puéril, mais ils ont décidé que ce serait quand même amusant. J'étais impatient d'y retourner, tout comme ma sœur. En tant que fervent adepte des parcs à thème, nous étions particulièrement attirés par la créativité et la magie des manèges. Ils ne vieillissaient jamais et avaient leur part de nostalgie et d'excitation. Mais il y avait une autre raison pour laquelle je voulais y aller. On associe généralement Disney World à des mots comme excitation, plaisir et joie. Mais ces caractéristiques sont contrebalancées. Un soir, en parcourant OMG Facts, je suis tombé sur un fait plutôt intéressant. Il s'agissait d'un parc aquatique abandonné à Disney World, apparemment nommé River Country. J'ai été absolument consterné par cette information, car j'avais auparavant une vision plus idéaliste et plus parfaite de Disney. Le parc aquatique se trouvait directement sur les rives du Bay Lake, cette énorme étendue d'eau stagnante adjacente au Magic Kingdom. River Country se trouve toujours, du même côté que le parc à thème susmentionné, mais juste à côté d'un complexe appelé Walt Disney's Fort Wilderness Resort. Le parc aquatique est entouré d'un grand mur vert, parsemé de panneaux de signalisation. Ouvert en 1976, il utilise l'eau du lac Bay pour la plupart des attractions du parc. Sa conception était très rustique et sauvage, et il contenait des rochers artificiels qui ressemblaient à ceux utilisés dans une autre attraction, Big Thunder Mountain Railroad. Un barrage empêchait également les morceaux de terre et de boue de pénétrer dans l'eau, de sorte que les visiteurs n'avaient pas à craindre de se baigner dans une tourbière artificielle créée par l'eau du lac. Ouvert pendant 25 ans, le parc a fermé ses portes en 2001. Et en 2005, un communiqué de Disney a annoncé sa fermeture définitive. Depuis environ 24 ans, River Country est donc à l'abandon. La nature est en train de reprendre ses droits, mais les toboggans sont toujours là, tout comme les rochers artificiels et le petit étang devenu marécage qui servait à la baignade. De nombreux explorateurs urbains se sont infiltrés dans la zone, sautant par-dessus les murs pour filmer le parc aquatique abandonné. L'une des choses les plus controversées à propos du parc aujourd'hui est la raison pour laquelle il a été fermé. Et c'est ce que j'étais destiné à découvrir. Je voulais également voir de vraies images de la région avant sa fermeture, car d'après ce que j'ai entendu, elle était très joyeuse et animée par les touristes, alors qu'elle est aujourd'hui une ville fantôme. Je n'avais pas accès à Internet à l'époque, et environ 2 jours avant notre départ, je me suis rendu à la bibliothèque locale, qui archivait de nombreuses vieilles vidéos que les habitants de ma communauté avaient dénichées dans leur grenier, et données à la bibliothèque pour qu'elle fasse partie d'une petite société historique. Espérant trouver de bonnes images, j'ai demandé à la bibliothécaire s'il y avait des vidéos sur les vacances en famille. Elle a acquiescé, et m'a conduit à une petite section contenant de nombreuses vieilles cassettes de magnétoscope et quelques DVD ici et là. Après environ 1 demi-heure de recherche, je suis finalement tombé sur une cassette sur laquelle étaient inscrits les mots « The Old-Fashioned Swimming Hole », le trou de natation à l'ancienne. C'était un terme utilisé pour décrire River Country à l'époque de sa gloire, alors je l'ai prise. Presque certain qu'il s'agissait des images que je cherchais. J'ai demandé à la bibliothécaire si je pouvais l'emprunter, mais elle m'a répondu que les vidéos historiques devaient rester à la bibliothèque. Je pouvais toutefois regarder la vidéo dans une petite salle de conférence située derrière la réception. La bibliothécaire m'a fait entrer dans la pièce sans fenêtre et j'ai pris place devant la télévision. Elle a quitté la pièce et fermé la porte
pour que le son ne dérange pas les autres usagers de la bibliothèque. J'ai inséré la cassette dans le magnétoscope situé sous la télévision et j'ai éteint la lumière pour mieux voir la vidéo. Je m'attendais de toute façon à ce que la qualité soit médiocre. Pendant environ une demi-minute, l'écran était gris et accompagné d'un fort bruit de bip, typique des vieilles cassettes de magnétoscope. Le gris a rapidement disparu, laissant apparaître des images de 2 personnes devant l'entrée de River Country. Il s'agissait de 2 hommes, et il était soit très tard dans la nuit, soit très tôt le matin, car il n'y avait personne d'autre dans le parc. Très peu de lumière du parc aquatique était allumée. La date du 1er novembre 2001 était affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran. Cette date est importante, car le parc aquatique a fermé définitivement ses portes le lendemain, le 2 novembre 2001. Les 2 hommes racontaient qu'on leur avait refusé l'entrée du parc le matin, car il avait atteint sa limite de capacité d'accueil. Ils ont également déclaré que ce n'était qu'à ces heures de la nuit qu'ils pouvaient passer la sécurité du parc. Les 2 hommes se sont dirigés vers les plus hauts grands toboggans du parc, qui menaient directement dans l'étang, alimentés par l'eau verte du lac Bay. Une fois arrivés au sommet du toboggan, entouré de rochers artificiels de couleur orange, l'un des 2 hommes s'apprête à glisser vers le bas. Les 2 hommes ont ri, et finalement, le caméraman a fini par pousser son ami vers le bas. Je l'ai entendu crier de joie alors qu'il descendait vers l'étang. Le caméraman a ensuite repris le chemin des toboggans et a traversé un pont qui enjambait la petite lagune. Il a fini par revenir au bord de l'étang, où l'on a entendu le bruit d'une éclaboussure. C'est à ce moment-là que la vidéo a commencé à me troubler un peu. Après avoir attendu au bord de l'étang pendant environ 3 minutes, personne n'a refait surface. Le caméraman s'est mis à crier frénétiquement le nom de son ami et a commencé à courir pour aller chercher de l'aide au Fort Wilderness Resort. Il s'est arrêté brusquement à ce qui semblait être l'air pour enfants, un petit étang peu profond, en entendant une légère toux. Il se retourne instantanément et aperçoit une ombre à peine visible à une dizaine de mètres derrière lui. Soulagé, le caméraman a commencé à s'approcher de son ami, heureux qu'il aille bien. Mais une fois de plus, il s'est brusquement arrêté. La tête de l'ami pendait, et il l'a lentement relevée. Le caméraman commence à hyperventiler, tandis que les traits du visage de l'autre homme commencent à se dessiner. Du sang cramoisi et sec s'est accumulé autour de sa bouche, et une partie s'est même écoulée sur son menton. Il n'avait plus de cheveux sur la tête, mais l'un des aspects les plus troublants de cette image était qu'il manquait des plaques de peau qui révélaient des parties du crâne et de la mâchoire de l'homme, et il lui manquait même l'œil droit, laissant une orbite vide. À cette vue, j'ai été pris de violentes nausées, au point d'avaler mon propre vomi. Mon cœur s'est également mis à battre la chamade alors que la peur commençait à s'installer dans mon corps. Alors que les dernières minutes du film approchaient, l'horrible personnage a marmonné quelque chose qui ressemblait à « Il n'y a pas d'espoir sous l'eau ». Sur ce, le caméraman s'est mis à courir pour sauver sa vie, sifflant et paniquant tout au long de son épreuve. Je voulais éteindre la télévision et m'enfuir moi-même, alors je me suis précipité vers la porte qui menait à la sortie de la pièce. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, mais je me suis arrêté. La télévision émettait le son d'une vieille chaudière que l'on trouve sous le sous-sol d'une maison, mais dans une tonalité plus douce. Ce son, pour une raison inconnue, m'empêchait de bouger. Je regardais fixement la télévision. Le caméraman continuait à sprinter, mais ne semblait pas progresser. Il s'est retrouvé au bord du grand étang où le toboggan avait jeté son ami. On l'entendait sangloter doucement, craignant pour sa vie. Soudain, la bande a commencé à ralentir progressivement, tandis que l'homme regardait frénétiquement d'un côté à l'autre. Le volume du son, ainsi que le bruit du four, augmente tandis que la vidéo ralentit. Le caméraman s'est retourné et a poussé un cri à la vue de son ami. La vidéo s'est arrêtée sur cette image, révélant le sang qui maculait le visage de l'autre homme.
Le sommet de son crâne était maintenant complètement exposé, et son œil droit manquait toujours. Sa bouche était grande ouverte, et il en sortait ce qui semblait être un mélange d'eau du lac Bay et de bile. L'image est restée à l'écran pendant une dizaine de secondes, puis est passée à un écran noir, affichant un seul message. L'épidémie commence aujourd'hui. Instantanément, l'électricité s'est éteinte et je me suis retrouvé seul dans l'obscurité de la salle de conférence. J'étais terrifié, car je ne voyais rien et je ne voyais pas non plus la porte. J'ai commencé à trembler de peur. River Country avait fermé à cause de ça, et c'était évident. Walt Disney World avait gardé un secret dégoûtant. Je me suis précipité de l'autre côté de la pièce, désorienté, mais tout ce que j'ai senti, c'est une haleine chaude qui s'infiltrait dans mon cou et une odeur de bile. River Country est un parc aquatique abandonné depuis 24 ans à Walt Disney World. Curieusement, les lumières sont toujours allumées dans la zone et la musique joue toujours. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer sa fermeture, mais l'une des plus plausibles, qui a été confirmée par des employés du parc, est qu'une amibe mortelle a été trouvée dans l'eau du lac Bay, qui alimentait de nombreuses parties du parc à thème. Cette amibe peut provoquer des maladies graves, voire mortelles. Si vous voulez perdre le sens des réalités et la raison, il vous suffit d'écouter l'horloge. Si vous voulez perdre le sens des réalités et perdre la raison, il vous suffit d'écouter l'horloge. Mais ce ne sera pas facile, laissez-moi vous le dire tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de faire, c'est juste un moyen facile de perdre la tête dans les limites de votre propre maison. Mais il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, choisissez une pièce sans fenêtre. Cette pièce peut servir à n'importe quoi, mais elle ne doit pas avoir de fenêtre. Deuxièmement, vous pouvez commencer à n'importe quel moment de la journée, même si vous souhaitez commencer la nuit, car le processus prendra exactement 24 heures. Troisièmement, annulez tous vos rendez-vous de la journée. Éteignez votre téléphone s'il le faut, car vous ne pouvez pas vous concentrer sur aucune distraction. Quatrièmement, assurez-vous que la journée est calme et tranquille, qu'il n'y a pas de vent ou d'orage. Enfin, pour commencer le processus, vous devez entrer dans la pièce que vous avez choisie et placer une horloge à l'intérieur. L'horloge doit émettre le son distinct du tic-tac à chaque seconde qui passe. Ensuite, vous devez éteindre les lumières et allumer une bougie. Cette bougie sera votre seule source de lumière. Une fois que vous aurez fait tout cela, je veux honnêtement que vous vous posiez une question. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Si la réponse est oui, alors que Dieu ait pitié de vous. Je suis ici pour vous préparer à ce qui vous attend. D'abord, permettez-moi de vous donner quelques informations sur la procédure. Au milieu des années 1800, des membres radicaux des confessions chrétiennes, musulmanes et islamiques l'utilisaient pour se connecter à Dieu. La procédure a été gardée secrète en raison de sa nature extrême et de sa méthode inhabituelle pour entrer en contact avec le surnaturel. L'horloge représentait la vie sur terre et sa brièveté, et la bougie représentait Dieu, seul moyen de se guider dans la vie. La plupart du temps, chaque personne qui se soumettait à la procédure perdait la raison, et en l'espace d'une journée, se tuait à cause de ce qu'elle prétendait avoir vu en raison de ses actes insensés. Mais si vous faites partie des chanceux, vous pouvez garder votre santé mentale comme moi. Ok, maintenant, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Les 3 premières heures sont les moins mouvementées, principalement parce que rien ne se passe vraiment. Mais préparez-vous pendant ces 3 heures. Ce sont les seules heures pendant lesquelles vous pouvez choisir de quitter librement la procédure. Au cours de la 4e heure, vous ne pourrez vous échapper par aucun moyen. La serrure de votre porte se verrouillera d'elle-même et vous n'aurez aucun moyen de la déplacer. Au cours de la 5e heure, vous commencerez à transpirer abondamment et à éprouver des sentiments d'anxiété. Vous commencerez à regarder derrière vous à plusieurs reprises, et à chaque fois, il n'y a rien.
Au cours de la 6e heure, vous entendrez des bruits. Pas des bruits provenant de la maison ou de l'extérieur, mais des bruits sourds et des bruits sourds, et encore des bruits sourds pendant toute l'heure, à intervalles de 10 minutes. Chaque bruit est de plus en plus fort. À la 7e heure, vous vous évanouirez et vous rêverez. Mais ce sera la seule heure agréable de tout le processus. Vous rêverez des meilleurs moments de votre vie. Toutes les grandes réalisations, tous les merveilleux souvenirs et tous les amis que vous vous êtes faits apparaîtront devant vous. Ce sera le plus beau rêve de votre vie. Même les événements du futur peuvent apparaître. Au début de la 8e heure, vous vous réveillerez. Mais à ce moment-là, vous ressentirez un sentiment extrême d'exaltation et de confort, semblable aux effets de la marijuana. Pour certains, cela pourrait être considéré comme une autre heure agréable, mais ce qui suivra sera le début de votre souffrance. Au cours de la 9e heure, vous passerez en quelque sorte d'une drogue à l'autre. Votre sentiment d'exaltation se transformera en un sentiment d'adrénaline et d'énergie extrême. Les effets sont similaires à ceux de n'importe quel stimulant. Mais attention, vous devez faire de votre mieux pour vous maîtriser. Vous êtes imprévisible, il est impossible de savoir ce que vous ferez dans cet état. Au bout de 10 heures, vous n'avez, espérons-le, que peu de séquelles de la dernière heure. Vous commencerez à vous sentir normal et les sentiments que vous avez ressentis auparavant s'estompent. Vous allez maintenant entendre des cris, mais les cris peuvent varier, d'une petite fille à un homme adulte. Vous entendrez des cris à intervalles de 6 minutes tout au long de cette heure. Cette heure va vous sembler une éternité. À la 11e heure, la lumière de la bougie s'éteindra. C'est la fin. Vous êtes seul dans l'obscurité. Vous êtes libre de penser à vous-même, en regrettant probablement la décision que vous avez prise. À la 12e heure, la lumière de la bougie réapparaîtra. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une autre heure de silence, mais préparez-vous mentalement à ce que vous allez vivre. À la 13e heure, vous vous évanouirez, comme vous l'avez fait à la 7e heure, mais ne vous attendez pas à des souvenirs heureux. Dans ce rêve, vous allez revivre tous les moments douloureux, toutes les souffrances et tous les désagréments de votre vie. Même les souffrances à venir, y compris votre propre mort. Ce sera le pire rêve de votre vie. À la 14e heure, vous vous réveillerez. C'est une autre heure de silence, mais le silence sera rompu par vos propres sanglots. Vos larmes continueront à couler jusqu'à la fin de l'heure. À la 15e heure, et pour être très franc, les choses commencent à devenir bizarres. Vous parlerez à quelqu'un. Il n'est pas visible, mais il est là. Il n'a pas de nom, mais je lui en donne un. C'est votre ange gardien, mais vous pouvez l'appeler observateur ou protecteur. Moi, je l'appelle trou du cul. Cela peut paraître drôle ou débile, mais croyez-moi, c'est un surnom qui lui va bien. La première chose qu'il vous dira, c'est « Demandez-moi n'importe quoi et je vous donnerai une réponse ». Vous pouvez lui demander n'importe quoi sur votre vie, ce qui va se passer dans le futur même, et pourquoi les événements se sont produits comme ils l'ont fait. Il vous donnera une réponse, mais avec des détails extrêmes et graphiques, et donnera des raisons pour des choses que vous ne comprendrez pas, qu'il s'agisse d'une tragédie ou d'un décès. À la fin de l'heure, il vous dira adieu et partira. Dans la 16e heure, vous parlerez à vos parents, mais ils n'apparaîtront pas physiquement. Maintenant, c'est à vous de répondre aux questions. Ils vous poseront des questions sur ce que vous avez fait dans la vie, et si vous ne répondez pas à l'une de leurs questions, ils insisteront pour obtenir une réponse jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. À la fin de l'heure, ils s'en iront bel et bien. À la 17e heure, vous parlerez à l'homme le plus important de votre vie, qu'il s'agisse de votre amour, de votre meilleur ami, de votre père, de votre ancien professeur. Il vous demandera pourquoi vous êtes devenus proches, mais gardez à l'esprit qu'il ne cherche pas à avoir une conversation amicale. Il remet en question votre amitié pour lui. Il recherche toutes les erreurs que vous avez commises pour compromettre votre amitié avec lui. Raisonner avec lui ne marchera pas, et il agira comme vos parents l'ont fait l'heure précédente. À la 18e heure,
Vous parlerez à la fille la plus importante de votre vie. Qu'il s'agisse de votre moitié, de votre meilleur ami, de votre mère ou autre. Elle fera la même chose que la personne de la 17e heure et posera les mêmes questions. À la 19e heure, vous parlerez avec vous-même. C'est-à-dire que vous parlerez avec votre futur moi. Et croyez-moi, c'est la conversation la moins agréable possible. Il vous dira des choses que vous ne voulez pas entendre sur vous-même et vous posera des questions auxquelles vous pourrez ou ne pourrez pas répondre. Bientôt, ce sera trop et vous vous retrouverez à vous crier dessus. Et la colère et le dégoût de soi sont les seules émotions que vous éprouverez. Au cours de la 20e heure, suite aux événements de la 19e heure, vous trouverez toutes les possibilités de vous faire du mal. La douleur que vous vous infligerez sera constante. C'est à cette étape que certains se sont suicidés. À la 21e heure, si vous avez survécu à l'heure précédente, voici ce qui vous attend. La musique. Oui, de la musique. Ce sera une douce musique orchestrale, avec un chœur chantant des chants grégoriens. Un peu comme la musique d'église, mais en plus beau. À la fin de cette heure, vos blessures seront guéries. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je ne le sais pas. À la 22e heure, la musique s'arrêtera. C'est une nouvelle heure de silence, mais vous avez le temps de penser à vous-même. La lumière de la bougie changera de couleur, toutes les couleurs du spectre. C'est un spectacle à voir, c'est presque apaisant. À la 23e heure, vous chanterez le chant grégorien, mais votre chant sera le seul son dans la pièce. Honnêtement, vous ne savez pas ce que vous chantez, mais c'est magnifique. Et vous aurez envie de chanter davantage. Enfin, la 24e heure est la plus intéressante. La rumeur dit que vous parlez à Dieu lui-même. Mais voici comment ça se passe. Vous êtes cloué au sol par une force inconnue, et quelqu'un ou quelque chose vous pose une question à 10 minutes d'intervalle. Des questions comme « Êtes-vous heureux ?» ou « Aimeriez-vous changer ?» Vous devez répondre, vous en ressentirez le besoin. L'auteur de la question parle comme un homme, mais en même temps comme un animal. Presque comme le rugissement d'un lion. Sa voix est à la fois terrifiante et réconfortante. Une fois l'heure écoulée, vous pourrez vous lever et la porte se déverrouillera. Si vous avez de la chance, vous avez encore toute votre tête. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec ces informations. Si vous voulez le faire, je ne vous en empêche pas, mais je vous préviens. Certaines choses dépassent l'entendement humain, et parfois, nous n'avons tout simplement rien pour expliquer ce qui n'est pas naturel. Mais quoi qu'il en soit, nous savons au moins que nous ne sommes pas seuls. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Si vous voulez perdre le sens des réalités et perdre la raison, il vous suffit d'écouter les tic-tac de l'horloge. Et si votre enfant disait la vérité sur le monstre dans le placard ? Imaginez les univers multiples, ou multivers, des atomes convergeant vers des modèles infinis. La plupart des univers sont à l'écoute de la physique, ne faisant entrer dans la réalité que ce qui devrait exister, mais il en existe d'autres dans lesquels l'impossible se produit, simplement parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. Toutes les horreurs les plus sombres de l'imagination la plus noire deviennent réalité grâce à un simple caprice cosmique. C'est une nuit comme les autres, et les Martel sont une famille comme les autres. Ils dorment dans une maison comme n'importe quelle autre. Une maison dans laquelle se trouve la chambre d'un jeune garçon comme n'importe quel autre. Le petit Romain Martel a toujours été un jeune garçon imaginatif. Sa chambre en témoigne. De petites étoiles phosphorescentes recouvrent le plafond et éclairent d'un vert lugubre une pièce par ailleurs recouverte de noir. À cette lumière, on peut voir les murs bleus avec de fines rayures blanches verticales. Une simple moquette blanche supporte une commode de vêtements bien rangée, ainsi qu'un coffre de jouets ordonné avec beaucoup moins de finesse. Le placard entrouvert, la lampe qui sommeille sur la commode et la porte bien fermée. Cette vue, dans toute sa paix sous-entendue, serait résolument pittoresque si ce n'était d'une petite différence.
Le jeune Martel ne dort pas paisiblement. Non, il est bien éveillé et n'a pas l'intention d'y remédier. Il a peur, voyez-vous. Il a peur parce que le petit Romain Martel, en pyjama pour montrer son intérêt pour les petits insectes, voit des monstres toute la nuit. Il les voit sur le sol même devant lui, s'évanouissant silencieusement dans l'existence, confus et sans but avant de s'évanouir à nouveau dans le néant. Les monstres ne remarquent pas Romain, et pendant des semaines, il n'est pas sûr qu'il soit apparu. Un tour de passe-passe ou un rêve s'insinuant dans la pensée consciente entend ainsi des heures d'éveil. Mais à chaque fois, les monstres sont restés plus longtemps. Pas beaucoup. Les changements étaient si progressifs qu'il n'avait aucune raison de les remarquer jusqu'à ce que les monstres commencent à rester quelques secondes à la fois, assez longtemps pour remarquer leur environnement. Cela fait presque un mois qu'il voit des monstres. Pas toutes les nuits, mais toutes les nuits où il reste éveillé après 11 heures du soir. Ce n'est qu'au cours de la 2e semaine qu'il a vu clairement la bête d'un autre monde. Des pattes arrière abominablement grosses et trapues, une queue de lézard visqueuse qui s'agite dans la nuit, le tout teinté du rouge des pierres de l'enfer. Une fois qu'il l'avait vu, l'image était à jamais gravée dans ses yeux comme des taches de lumière colorées, prêtes à se présenter chaque fois qu'il clignait des yeux, chaque fois qu'il dormait, chaque fois qu'il osait laisser son esprit s'égarer. La semaine dernière fut la pire. Le monstre s'était enfin tourné pour le voir. Dans un premier temps, ses yeux globuleux, ses dents dégoulinantes et son museau interrogateur avaient manifesté de l'étonnement face à la présence de ce jeune garçon. La nuit suivante, cette émotion fut remplacée par une autre. La faim. La faim et le plaisir. Ces derniers jours, Romain ne dormait pas. Il ne voulait pas dormir. Il restait chaque fois que le monstre se retournait et chargeait le jeune Romain, s'élançant pour réclamer son repas, mais disparaissant toujours alors que le garçon grimaçait pour aller à sa perte. Ensuite, il criait, et ses parents venaient sauver leur garçon d'un criminel en puissance, pour le trouver en train de sangloter dans la solitude. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demande sa mère en s'asseyant pour le prendre dans ses bras. « Il y a des monstres. Il y avait un monstre juste là, et il n'arrête pas de venir puis de disparaître, et maintenant il veut me manger. » Il se met à sangloter en attendant le plan de défense de ses parents. Ils ne viendront pas. Son père jette un regard de travers à sa mère et s'assoit à côté de son fils. « Romain, tu sais ce que fait papa ? » Tu es un scientifique ? Un physicien, corrige-t-il fièrement. J'étudie tout ce qui est possible dans ce monde, et même certaines choses qui sont impossibles. Mais s'il y a une chose que je peux te dire avec une confiance absolue, c'est qu'il n'y avait pas de monstre dans cette pièce. S'il y en avait un, nous en verrions la preuve. Comment serait-il venu et reparti ? Exaspéré, le jeune Romain rétorque. Il est apparu, et puis il a disparu. Mon fils, en tant que physicien, je t'assure que la téléportation est jusqu'à présent impossible. Puis il ajoute d'un ton détaché. Je pense juste que tu as fait un mauvais rêve. Le petit Romain ne se laisse pas faire. Mais c'est aussi ce que j'ai pensé au début. Il a soif de faire comprendre à ses parents. Mais ça s'est répété pendant 2 semaines, et la semaine dernière, il m'a vu et... Il s'interrompt, distrait par la réaction de sa mère. Elle est soudain pleine d'inquiétude. Enfin, pense-t-il, enfin elle comprend. Mais ce n'est pas la compréhension qui est à l'origine de son inquiétude. C'est le manque de compréhension. Elle se tourne avec désespoir vers son mari, mais celui-ci écarte ses inquiétudes d'un geste rassurant de la tête, puis se tourne vers son fils. « Mon fils, je crois que tu exagères. Je te promets qu'il n'y a pas de monstre. Tu peux dormir dans notre lit cette nuit, mais pour le reste de la semaine, je ne veux plus entendre de cris à propos de ces cauchemars. » Romain voulait argumenter, mais il était si fatigué et le lit de ses parents lui semblait si sûr qu'il faisait confiance aux paroles de son père, même si sa raison criait le contraire. La nuit suivante, Romain n'osa pas dormir. Il se blottit contre le mur en sanglotant silencieusement dans son oreiller.
déterminé à rester debout toute la nuit et à se prouver que le monstre n'était pas réel. Il était 11h34, et cette fois, Romain sentit l'haleine chaude de la créature alors que ses larges mâchoires tentaient de se refermer sur le jeune garçon. S'il avait été plus rapide d'une demi-seconde, l'écrou en forme de lame aurait transpercé la chair tendre de Romain, et le monstre aurait goûté le sang dont il avait si violemment envie. L'oreiller étouffa les cris du jeune garçon, puis il étouffa ses sanglots alors qu'il pleurait jusqu'à ce qu'il s'endorme, déterminé à ne pas déplaire à son père. Il savait que cette nuit pourrait être celle de ses derniers instants de vie. Sa mère s'inquiétait de voir son jeune garçon perpétuellement affamé repousser son dîner d'un jeûne pas faim, mais elle se contentait de lui suggérer d'aller se coucher tôt s'il ne se sentait pas bien. Il accepta solennellement, ne sortant que pour s'enfuir en douce avec le plus grand couteau qu'il pouvait trouver. Il osait à peine cligner des yeux. Il fixait l'horloge numérique dont les chiffres étaient d'un rouge clownesque et moqueur, qui décomptait lentement les minutes qu'il lui restait à vivre sur Terre. Cela se produisait toujours vers 11h30. Il ne savait pas quand exactement, mais il était déterminé à ce que cela ne se produise pas alors qu'il se détournait. Il ne dormirait pas avant. Il était maintenant 11h32, et il se réveille en sursaut. Peut-être par peur de sa mort imminente. Peut-être parce qu'il est furieux d'avoir baissé sa garde pour quelques minutes. Peut-être parce qu'il est furieux d'avoir baissé sa garde. Peut-être parce qu'il pensait l'avoir manqué et qu'il serait forcé d'endurer cet enfer une nuit de plus. Quelle que soit la raison, Romain Martel hurle, entraînant ses parents dans son propre cauchemar. Les parents de Romain entrent avec la même hâte qu'auparavant. Mais lorsque le père regarde son garçon gémir, son inquiétude se durcit, et il prépare dans sa tête un long discours sur le garçon qui criait au loup et qui racontait des mensonges, et sur le fait que Romain devait être courageux comme son père. Il s'assoit à côté de son enfant, que sa mère caresse déjà frénétiquement, et attend que ses yeux effrayés rencontrent les siens. Il est déterminé à être doux une dernière fois, mais c'est tout. Plus jamais après ça. Le père a raison sur la dernière note, mais le discours n'est jamais prononcé et l'occasion de faire preuve de douceur ne se présente jamais, car à l'insu de tous les Martel, sauf d'un, le monstre d'une dimension lointaine avait été préparé à son propre fantasme récurrent dans lequel un jeune repas n'était qu'à un seul plongeon. Il se prépara au moment de la transition, et comme le picotement qui marquait le début d'un voyage aléatoire à travers l'espace-temps, le monstre ne fit pas attention à sa victime alors qu'il enfonçait ses dents destructrices, semblables à des couteaux dans la chair d'une proie qui se tordait. Le sang jaillit joyeusement dans sa bouche, et lorsqu'il sentit la présence d'un autre être plus agressif, la bête planta ses crocs dans celle-ci également, et sentit sa propre maison s'évanouir autour d'elle, alors que le goût de la viande étrangère n'était plus qu'un souvenir précieux, entretenu par une langue léchant un nectar cramoisi sur de longues dents. Loin, très loin, tout ce que Romain pouvait faire était hurler de désespoir. Les larmes, aussi chaudes que le sang qui le recouvrait, coulaient des blessures de ses parents. Elles se déversaient sur l'outil chromé qu'il pensait être sa seule bouée de sauvetage. Il pleurait toute la nuit, suffisamment fort et constant pour qu'un voisin mécontent porte plainte auprès de la police. Romain pensait peut-être que c'était son salut. Les marques de morsure seraient la preuve qu'il était en sécurité. Entre deux hurlements de douleur, il tenta de s'expliquer sur le monstre. C'était certainement une histoire tragique que le garçon racontait, mais qui pourrait croire les mots d'un enfant quand les blessures de ses parents ressemblaient tant à des coups de couteau? Quand une lame tachée de sang a été retrouvée dans la main même de cet enfant, quand tous les signes du monstre ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Certainement pas le spécialiste en psychiatrie mandaté par l'État qui a administré le sédatif au jeune Romain, qui ne pouvait plus trouver la paix dans la nuit. Le médecin ne pouvait que prier misérablement pour que ces paroles parviennent au pauvre garçon de 10 ans, et s'écria « Les monstres, ça n'existe pas! Les monstres n'existent pas !» Le jeune Romain a cru entendre son père crier ces mots de très loin.
Et bien qu'il sache qu'il a maintenant 10 ans et qu'il est bien trop vieux pour croire aux monstres, il s'est juré de ne jamais cesser de croire que quelque part, le monstre est toujours là, à la recherche de Romain, se rapprochant chaque jour un peu plus de lui. Il l'a juré, parce que la seule chose qui était pire de croire que le monstre allait le trouver, c'était de croire les médecins et le juge que le monstre était en lui, et qu'il allait s'attaquer à tous les autres jusqu'à ce que Romain reste tout seul, pleurnichant dans la nuit. J'ai été élevé en croyant que j'étais un androïde. Dès mon plus jeune âge, on m'a dit que mon père m'avait construit et que j'étais fait pour aider la famille. Tout sentiment ou pensée qui différait de sa programmation devait lui être signalé comme un dysfonctionnement qu'il devait réparer. Il ne m'a pas fallu longtemps pour associer les dysfonctionnements à la douleur, et je les ai signalés de moins en moins au fil des ans. Je dormais au sous-sol, dans une boîte avec une fine couche de mousse et un oreiller. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne savais même pas que l'école existait. Mon éducation, si on peut l'appeler ainsi, consistait en une liste de livres sur des sujets à télécharger. La plupart de ces livres portaient sur des sujets utiles à mes parents, comme la plomberie et l'électricité de base, la cuisine, le jardinage, et les livres écrits par mon père sur ma programmation. Ma mère me donnait alors une liste de questions à répondre sur ces livres pour s'assurer que le téléchargement avait réussi. Parfois, les questions étaient des pièges où je répondais de manière incorrecte sous les yeux de mon père scandalisé. Mes téléchargements étaient presque toujours réussis. Je n'avais que le temps et la peur intense de corrompre mes processeurs si je ne me concentrais pas correctement. En écrivant cela maintenant, tant d'années plus tard, cela semble ridicule. Mais en tant qu'enfant non exposé au monde, je n'avais que mes parents pour me guider. Entre les téléchargements et la maintenance, j'avais des tâches à accomplir. Il s'agissait de tondre la pelouse, d'entretenir le jardin, de préparer les repas, de nettoyer et de réparer des objets tels que les tondeuses à gazon, les machines à laver, les sèche-linges et les réfrigérateurs. Il n'y avait pas de temps mort. J'avais toujours des choses cassées à réparer. J'ai découvert plus tard que mon père les vendait une fois que je les avais réparées. Lorsque j'ai eu 17 ans, je ne connaissais pas les anniversaires ni mon âge, mais c'est ce que la police m'a dit, mon père a dû arrêter de travailler et a décidé qu'il était temps pour moi de gagner de l'argent. Cette idée m'effrayait, mais j'obéissais aux ordres, comme j'avais été programmé pour le faire. Mon père m'envoyait faire des travaux en espèces, tondre des pelouses et faire des travaux généraux de jardinage. Il attendait généralement dans la voiture que j'ai fini, ou partait et revenait s'il n'y avait personne à la maison. Pendant ces périodes, il me mettait en mode silencieux et me disait qu'il saurait si je parlais à quelqu'un. C'était interdit. Si je fonctionnais mal, il y aurait de graves conséquences. Personne ne s'est jamais approché de moi ou ne m'a parlé. Même s'ils arrivaient à la maison avant le retour de mon père, ils entraient sans un mot. J'ai découvert plus tard qu'il avait dit à ses clients que j'étais sourd et muet et que j'aimais être laissé seul pour finir le travail. C'était simple. Il me déposait sur une grande propriété, je faisais mon travail et nous partions. Un jour, je tondais la maison d'un habitué. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, alors mon père m'a laissé faire le travail. Peu après, une fille est sortie avec un verre. Elle avait l'air d'avoir le même âge que moi, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle était peut-être aussi un androïde. « Il fait plutôt chaud dehors, j'ai pensé que tu voudrais ceci », dit-elle en me tendant une boisson noire. « C'est du Pepsi, j'espère que ça te dérange pas ?» Elle a souri. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le Pepsi. C'était noir, comme l'huile que ma mère me faisait boire, alors je me suis dit que ça devait aller. Je me souviens encore de cette première gorgée. C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Elle ne m'a pas laissé l'esprit embrouillé comme la boisson de ma mère. Je voulais demander ce qu'était le Pepsi. D'où elle tenait cette boisson? Est-ce qu'elle l'a fabriquée elle-même? Je ne t'ai pas vu dans le coin. Quelle école as-tu fréquenté? M'a demandé la fille Pepsi. J'ai baissé la tête et je suis retourné à ma tondeuse. Qu'est-ce que j'étais censé faire?
Tu ne vas même pas me dire merci ?» a-t-elle raillé en me suivant. Je me suis retourné vers elle. Elle me rendait nerveux pour des raisons que je ne connaissais pas encore. « Je dois travailler », lui répondis-je. Sans un mot de plus, elle a soufflé et s'est éloignée. J'ai passé le reste de la journée à compter les minutes jusqu'à ce que mon père vienne me chercher. J'avais peur que mon père se rende compte que j'avais parlé à quelqu'un. Lorsque la voiture rouge poussiéreuse de mon père s'est arrêtée, j'ai chargé mes affaires dans la voiture et je suis monté. Aucun mot n'a été prononcé. J'ai ressenti un petit sentiment de soulagement, mais une petite voix à l'arrière de ma tête m'a parlé. Il ne le sait peut-être pas maintenant, mais je dois attendre de rentrer à la maison. Rien ne sortait de l'ordinaire ce soir-là. J'ai fait mes corvées, j'ai travaillé sur mes téléchargements et j'ai rechargé mes batteries. Le reste de la semaine s'est déroulé comme d'habitude. Mon père était dans une de ces humeurs qui duraient de quelques jours à quelques semaines. Plus l'humeur était longue, plus il devenait agressif avec moi. La petite voix au fond de ma tête m'a parlé une fois de plus. Peut-être qu'il ne sait vraiment pas, peut-être qu'il ment. Une fois cette graine plantée, au cours des mois suivants, ses racines se sont emparées de moi. Les rares moments où j'étais seul, je faisais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je regardais la télévision. Bien qu'habituellement en sourdine et à intervalles rapprochés, j'ai commencé à voir des images du monde extérieur. Des familles heureuses, des dessins animés et des animaux. C'était à la fois hypnotique et terrifiant. Le jour qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai allumé la télévision et où j'ai aperçu iRobot. Vous savez le film ? De vrais androïdes qui ont semé de vrais doutes en moi. Même si je savais que quelque chose n'allait pas dans ma situation, je ne savais pas quoi faire. Finalement, on m'a renvoyé chez la fille Pepsi et je me suis mis au travail. J'espérais vraiment qu'elle m'en apporterait d'autres de ces fameuses boissons, mais je ne me suis pas fait trop d'illusions. J'avais presque fini de tondre la pelouse quand elle s'est arrêtée dans la propriété. Je l'ai regardée s'approcher de la maison et en sortir. Une partie de moi hurlait de lui parler. J'ai réfléchi attentivement au scénario. Scénario 1. Je découvrirai la vérité sur moi. Scénario 2. Elle parlerait à mon père et mon dysfonctionnement devrait être réparé. Scénario 3. Je pourrais avoir du Pepsi. Je l'ai attrapée à la porte, presque essoufflée d'avoir couru, et elle s'est retournée pour me regarder avec un regard noir. Suis-je un androïde ? Mon père me dit que je suis un androïde. Ai-je lâché ? Un androïde ? A-t-elle demandé en haussant les sourcils. Je lui ai raconté tout ce que j'ai dit et le film que j'avais vu avec de vrais androïdes. Elle est restée silencieuse. Je suppose qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. J'ai entendu des pas derrière moi et j'ai immédiatement perdu tout mon courage. Mon père n'a rien dit et m'a attrapé le bras pour m'éloigner. Je me suis retourné vers elle, toujours avec le même regard perplexe qu'elle arborait lorsque je l'avais abordée pour la première fois. J'avais tout gâché. Cette nuit-là a été la pire de ma vie. La réparation faite par mon père était pire que jamais, et maintenant je le savais. Je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Les coutures se fissuraient. Mon père ne s'embarrassait plus à la façade habituelle de demi-mesure qui m'était devenue si évidente maintenant. C'était une punition pure et simple. Mes parents ont essayé de me faire peur, en me racontant des histoires de police et du monde extérieur. Ils étaient à la fois furieux et ébranlés. Les jours passaient lentement et les cris de mes parents étaient la seule forme de stimulation que j'avais. Je collai mon oreille à la porte pour essayer d'entendre ce qu'ils disaient. Une phrase a fait naître en moi une peur que je ne soupçonnais pas. Je vais l'éteindre pour de bon. J'étais une chose. J'ai entendu quelqu'un descendre les marches et j'ai fui la porte. Mon père l'a poussé, mais est resté dehors. Je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce, incertain de ce que j'étais censé faire. Il a jeté une pelle dans la pièce et elle a heurté le sol, brisant le silence. « Viens !» dit-il en me faisant signe de sortir de la pièce.
J'ai obéi à ses ordres et j'ai été conduit dans l'arrière-cour. Nous avons marché un peu plus loin dans la propriété avant qu'il ne m'ordonne de creuser un trou. « Pourquoi je dois creuser ?» lui ai-je demandé. « C'est quoi toutes ces questions? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne t'ai pas programmé pour ça, n'est-ce pas ?» Mon père devait avoir au moins la soixantaine, mais cet homme ratatiné me terrifiait encore. « Tu vas me faire taire ?» Mon père m'a répondu « Oui, c'est ça. Je vais te faire taire et en trouver un nouveau, un qui peut garder sa putain de bouche fermée. » Un demi-sourire est apparu sur le visage de mon père, comme s'il était satisfait de lui-même. Ce sourire m'a mis en colère. Cet homme m'a mis en colère. Même s'il me faisait peur, je pensais à ce qui me manquait. Je ne savais même pas ce qui me manquait, à part le monde magique que j'avais créé à travers les séries télévisées que j'avais vues. J'avais pensé à la fille Pepsi. J'avais pensé à ce putain de Pepsi, et puis à toute la douleur que cet homme m'avait causée. J'ai serré la pelle, et j'ai donné un coup qui a touché le côté de son visage. Le son a résonné dans la nuit, mais aucune partie de moi n'est restée pour en profiter. Mon père a touché le sol et j'ai commencé à courir. Il n'y avait pas de plan. Je n'avais pas prévu que cela arrive et je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais ou de l'endroit où je devais aller. Après avoir traversé quelques propriétés, j'ai finalement arrêté de courir. Je me suis effondré dans les hautes herbes et j'ai repris mon souffle. Les étoiles étaient magnifiques. C'était la première fois que je sortais la nuit tout seul, et malgré la peur et l'incertitude, c'était la plus belle nuit de ma vie. J'ai décidé d'aller chez la fille Pepsi. Je savais qu'elle était proche et que j'avais une idée de l'endroit où elle se trouvait. J'ai continué à marcher et je me suis retrouvé dans l'allée juste au moment où le soleil se levait. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'un homme inquiet sorte pour m'accueillir. Je lui ai raconté tout ce que j'avais dit à sa fille et il m'a cru. Dieu merci, il m'a cru. La police est arrivée à la maison et a trouvé mon père avec un pistolet dans la bouche. Il s'était déjà débarrassé de sa mère. Ils lui ont dit de baisser son arme, mais il a appuyé sur la gâchette et c'était fini. Fini pour eux, mais pas pour moi. Ma vie ne faisait que commencer. J'ai appris qu'ils n'étaient pas vraiment mes parents. Ils m'avaient volé mon enfance, mon esprit. Et parfois, je me demande s'ils ne sont pas encore en train de me voler ma santé mentale. Heureusement que j'ai des dysfonctionnements. La ville de Wickford a un secret et beaucoup de meurtres. J'ai déménagé à Londres en 2011. La raison de mon déménagement à Londres est très simple, mais recèle une légende si choquante que je ne suis même pas sûr de sa vérité, seulement de son impact. Jusqu'à il y a 3 ans, je vivais dans la ville de Wickford, dans l'Essex. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien la géographie du sud-est de l'Angleterre, Wickford est, par définition, un trou à rats. Il s'agit d'une longue rue principale avec rien de plus grand qu'un petit magasin libraire, une coopérative et un magasin tout à 1 €. C'est un endroit ennuyeux et dégoûtant, une fosse septique urbaine. Mais ce n'est pas pour ces raisons que je suis parti. La rivière Crouch traverse Wickford. Si certaines parties de la Crouch à Wickford sont un peu jolies, la section du centre-ville de la Crouch est bordée de béton. Une disposition mise en place à la suite de 2 inondations à la fin des années 1950. Il en résulte un système de tunnels complexe et très laid, qui s'imbrique dans les égouts. Maintenant que j'ai fourni suffisamment de contexte pour le mythe, peut-être vrai, je vais commencer. En 1979, un élève d'une école secondaire locale, dont j'ignore sincèrement le nom, ce qui renforce l'idée que cette légende est une croyance, a été effrayé. Il s'appelait Jack Caden, et bien qu'il soit un coureur de jupons populaire, sa méchanceté frisait le sadisme. Il se délectait de faire souffrir ses camarades, à tel point qu'il donnait l'impression que la brute de la cour de récréation était généreuse.
La beauté de Kayden était inégalée, même si son rictus ressemblait à celui d'un loup et était profondément troublant. Par une funeste nuit d'orage, au milieu de l'hiver 1979, un groupe de victimes des frasques de Kayden estima qu'il en avait assez de le voir s'en prendre à lui. Ils l'ont attaqué alors qu'il se promenait sur London Road. Le groupe, composé de 6 garçons et de 2 filles, l'a attrapé. Ils ont transporté Kayden impuissant sous le pont de London Road et jusqu'à la banque en béton de Crouch, partiellement dissimulée. Je ne sais pas exactement ce que ces 8 personnes ont fait à Kayden, mais je sais que son visage a été mutilé au point qu'il était méconnaissable. Ils l'ont ensuite laissé pour mort. Son corps n'a jamais été retrouvé et la police a cessé de le rechercher 3 ans plus tard. En 1986, 7 ans plus tard, l'une des filles a été retrouvée nue à l'endroit même où Kayden avait été mutilé. Son cou avait été brisé et ses entrailles jonchaient le béton de la banque. Une note a été épinglée sur son front. Un seul mot était écrit sur le bout de papier. Froid. La police peine à trouver un mobile. La jeune fille célibataire venait de donner naissance à une fille, mais le père, qui n'avait plus de relation avec la jeune fille, avait un alibi. Incapable de trouver un coupable convaincant, l'affaire n'a pas été élucidée. 6 mois plus tard, un jeune agent d'entretien des égouts est découvert par un collègue. Il y avait des signes évidents de lutte. Il avait été saisi par derrière et noyé dans l'eau. Là encore, il s'agit de l'un des agresseurs de Kayden. Pendant un certain temps, juste avant mon déménagement à Londres, j'ai tenté de faire des recherches sur ces meurtres. Malheureusement, les archives du journal local de Wickford, le Weekly Echo, n'existent que pour la période 1968-74, puis à partir de 95. L'atmosphère laissée par les supposés meurtriers était toxique, et c'était une preuve suffisante pour que je veuille partir. J'ai toutefois trouvé un article qui a constitué une sorte de preuve. Il s'agit d'un article datant de juin 1999 et relatant la disparition d'une fillette de 12 ans près de la rivière Crouch. L'auteur mentionne en passant que la mère de la jeune fille est décédée en 1986 dans des circonstances similaires à celles de la disparition de la jeune fille. Je me demande encore aujourd'hui si cela signifie que Kayden en avait également après les enfants de ses premières victimes. 4 autres des garçons qui avaient joué un rôle dans l'agression de Kayden ont été atrocement assassinés à la fin des années 80. Comme je ne suis pas sûr du nom de ces 4 hommes, je les appellerai H1, H2, H3 et H4. Le corps décapité de H1 a été abandonné sur la route, et sa tête juste sous une grille d'égout. H2 a été poignardé à mort et le mot « froid » a été gravé sur son front. H3 et H4 ont été retrouvés cousus l'un à l'autre, manifestement morts de faim, coincés au milieu d'un tuyau d'égout, obstruant les rejets. La fille qui n'avait pas été tuée en 1986 a été enlevée en mars 1991 à l'âge de 27 ans environ. Elle n'avait pas d'enfant, comme toutes les autres victimes à l'exception de la première. Cette fille n'a jamais été assassinée. Au lieu de ça, elle a été aperçue dans la High Street 3 mois après avoir été enlevée avec une expression vide. Elle s'est jetée devant une voiture. Il ne restait plus qu'un seul des agresseurs de Jack Radden en vie. Ce garçon, devenu un homme, est devenu père en avril 1992. Et moi, je suis son fils. Permettez-moi de préciser quelques détails. J'ai aujourd'hui 22 ans. J'avais 19 ans quand j'ai quitté Wickford. Le fait que la fille de la première fille ait été tuée par Kayden me hante de plus haut point. Après tout, mon père a lui-même été tué et dépecé par Jack Kayden en 1994. Ma mère m'a raconté l'histoire avec hésitation en 2008, après quoi j'ai commencé à faire des recherches. En me renseignant et en comblant les lacunes de l'histoire, j'ai également parlé à des personnes qui prétendaient que mon père était mort dans un accident de voiture ou s'était noyé. Je n'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle ces personnes auraient voulu protéger activement Kayden.
Peut-être était-il dans le déni. Un soir de 2010, je me suis simplement assis et j'ai réfléchi aux incidents de ma vie que je n'arrivais pas à expliquer. Plus je me replongeais dans mes souvenirs, plus je croyais à la légende de Jack Caden. J'ai remarqué que lorsque je suis entré à l'école secondaire Bromfords, dans le quartier de Grange à Wickford, ma mère m'avait expressément ordonné de prendre un chemin plus long que celui plus pratique de London Road. De toute évidence, elle craignait pour ma sécurité si près du repère de Caden. Je me suis souvenu d'un après-midi des vacances d'été, alors que j'avais environ 8 ans. Un homme laid et chauve, que j'avais pris pour un masque d'Halloween très réaliste, s'était approché de moi alors que je faisais du vélo dans ma rue. Il m'a demandé si je voulais rencontrer mon père. Je lui ai répondu que mon père était mort, ce à quoi il a pris une expression très sinistre, étrangement visible à travers le masque, m'avait-il semblé, et a remarqué « Je sais ». J'étais totalement effrayé et je suis rentré chez moi à vélo plus vite que jamais. Pourquoi ai-je brusquement tout laissé tomber et déménagé en 2011 ? Eh bien, ma mère est décédée d'un cancer fin 2010. J'ai hérité de sa maison. Cela a renforcé mon sentiment de peur au quotidien. Chaque fois que j'entendais le vent, je sursautais. Chaque fois que je voyais mon reflet, mon cœur battait la chamade. En novembre 2011, plus de 3 décennies après la mutilation de Caden, je n'ai pas réussi à dormir pendant une nuit de tempête. Je continuais à entendre des bruits autour de la maison, mais chaque fois que j'allais enquêter, je ne trouvais aucun intrus. J'étais tellement malade que j'ai fait un petit sac et pris le train pour la gare de Liverpool Street à Londres, afin de rester chez la famille de ma mère, qui m'avait déjà proposé de m'accueillir régulièrement depuis la mort de ma mère. Depuis, je ne suis jamais retourné à Wickford. Au lieu de ça, j'ai demandé à mes amis de rassembler mes biens dans un camion de déménagement et j'ai chargé des agents immobiliers de mettre ma maison sur le marché. Comme je l'ai dit précédemment, la raison de mon déménagement à Londres est simple, mais recèle une légende très choquante. La raison pour laquelle j'ai déménagé à Londres est que la police m'a appelé dès mon premier après-midi chez mon oncle et ma tante. Ils m'ont informé qu'il y avait eu un cambriolage dans ma résidence de Wickford, mais que rien n'avait été pris. Au lieu de ça, un seul mot, avait été griffonné sur les murs de toute la maison. Froid. La galerie d'Henri Beauchamp. Si vous entrez dans ce minuscule bar miteux d'un étage à Paris, et que le bon barman est derrière le comptoir ce soir-là, vous pourrez peut-être assister à une exposition très exclusive des œuvres perdues d'un certain Henri Beauchamp. Mais pour entrer, vous devez prouver que vous êtes un fervent admirateur de l'artiste. On vous demandera dans un français clair et parfait « Que voulez-vous boire en cette glorieuse nuit ?» Répondez « De l'absinthe, quoi qu'il arrive !» Toute autre boisson, du whisky à l'eau, vous tuera dans votre sommeil. La question suivante portera sur le type de boisson, et vous devez répondre l'une des 2 choses suivantes. Le produit que l'homme lui-même n'a pas supporté de prendre, ou bien le bon produit, le meilleur. Si vous demandez une autre absinthe, de quelque manière que ce soit, vous ferez des cauchemars pendant 13 jours. Le rêve de chaque nuit sera plus horrible que le précédent, jusqu'à ce que, au 13e rêve, votre cauchemar vous suive, et à chaque instant de votre vie éveillée et de votre vie endormie. N'essayez pas de tromper le barman, la porte se ferme derrière vous. Vous devez boire ce qu'il vous donne, que vous soyez condamné ou non. Le fait qu'un homme aussi puissant vous ait accordé une audience devrait suffire. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les mourants complimentaient ces boissons lors de leur agonie. Si vous arrivez jusqu'ici avant de sceller votre destin, le barman vous dira « Veillez à le manipuler avec soin, c'est le meilleur que j'ai ». À partir de là, vous pouvez faire l'une des 2 choses suivantes. Dire, mot pour mot, « J'ai surestimé ma force d'âme et je vous souhaite bonne nuit ». Si le barman acquiesce, vous pouvez quitter la porte par laquelle vous êtes entré, indemne, et sans rien avoir gagné,
ni perdu, sauf le temps passé à l'intérieur. Ou vous pouvez continuer. Vous recevrez un verre au bord à 7 côtés, chaque côté s'enroulant délicatement autour du bassin jusqu'à former une anse simple et élégante. Vous recevrez également une cuillère à absinthe très spéciale, en forme de clé. Les trous au sommet de la clé servent de point d'écoulement pour alcool qui se déverse sur le morceau de sucre. Et bien sûr, une bouteille non marquée, dépouillée depuis longtemps de son étiquette, des bouts de papier collés à ses parois, couverte de la pourriture des décennies passées. La cuillère est complètement plate, mais présente 2 faces distinctes, l'une avec une rainure le long de la tige de la clé, l'autre sans. Tournez le manche vers le bas, de manière à ce que la rainure soit orientée vers le bas. Si vous tentez de le faire face vers le haut, votre absinthe aura un goût infect. Votre nez brûlera et vos yeux se ratatineront dans leurs orbites avec des horreurs indicibles qui ne sont pas de ce monde. Maintenant, si votre cuillère est dans le bon sens, commencez à préparer l'absinthe comme vous le feriez. Mettez le sucre sur la cuillère et versez l'alcool dessus pour qu'il prenne sa couleur et ses qualités spéciales. Dites « santé » à votre ami le barman et levez la tête. Sinon, l'absinthe brûlera toutes les entrailles qu'elle touchera avec la puissance et la douleur de l'acide sulfurique. Si vous avez tout bien fait, les lumières déjà faibles s'éteindront et l'obscurité envahira le bar. N'ayez pas peur. L'obscurité est le signal que vous avez été approuvé pour l'exposition. Attendez l'obscurité et restez silencieux comme un mort, de peur que le barman ne décide de le faire. Au bout d'un moment, pas trop longtemps, 2 ou 3 minutes, un projecteur vert brillera sur une porte située sur le mur du fond du bar. Le bar sera baigné de vert, et pas seulement à cause du projecteur. De petites sphères luminescentes dériveront doucement dans la pièce, et le barman ne sera plus là, ni aucun autre client sans prétention qui se trouvait à l'intérieur auparavant. Il n'y a plus de danger à ce stade. Considérez que c'est un point sûr. Si vous n'avez pas fini l'absinthe, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pourriez avoir besoin de l'alcool. Dans tous les cas, prenez la cuillère et mettez-la dans le trou de la serrure du portail éclairé en verre. Elle s'insérera parfaitement et atteindra le bout du trou de la serrure avec un clic retentissant. À l'intérieur se trouve un petit ascenseur, avec la plus belle femme que des yeux mortels puissent imaginer, baignée dans la lueur verte, dans un angle tel que la lumière se rétracte au-delà d'elle en forme d'aile. La fée verte elle-même vous demandera « Vous montez ?» Et compte tenu de tout le mal que vous vous êtes donné, il serait logique de répondre par l'affirmative. Il vous reste encore un obstacle à franchir. Elle vous demandera, lorsque vous passerez du bar au compartiment, comment compareriez-vous le surréalisme de Beauchamp à celui, par exemple, de René Magritte ? En guise de réponse, vous devez dire « Je suis venu voir autre chose que de l'art ce soir ». Si vous ne le faites pas, le projecteur vert s'éteindra, les portes se fermeront avec fracas et l'ascenseur plongera dans un noir apparemment infini avant qu'une vraie lumière ne s'allume alors que l'ascenseur s'approche des profondeurs de l'enfer. Si votre ascenseur commence à monter, la lumière verte s'éteindra également, mais elle sera remplacée par la lueur froide de la lune. Mais avant même que vous ne vous en rendiez compte, l'ascenseur atteindra le sommet de son, appelons puits pour ne pas trop compliquer les choses. Je n'en suis pas aussi sûr que les autres, mais j'ai entendu dire que si la fée verte vous embrasse sur la joue en quittant l'ascenseur, vous aurez toujours une inspiration créative, une muse permanente et changeante. Vous ne pouvez pas lui demander, vous ne pouvez pas l'embrasser, elle doit le faire de son plein gré. Si ce n'est pas le cas, il ne se passe rien. Mais aucune raison de le faire quand même et de mettre en colère la femme qui est responsable de la conservation des tableaux de Beauchamp depuis tant d'années. Depuis l'ascenseur, vous entrez dans un salon du début du siècle, avec un grand poster d'Henri Beauchamp sur le côté gauche du mur opposé. À droite, il y a une porte. Prendre le temps de lire l'affiche est une bonne idée, car elle explique l'importance même de Monsieur Beauchamp.
Il s'agit d'un surréaliste qui luttait dans les années 1920. Il faisait de l'art pour essayer de se libérer de toute préméditation, et il a réussi à le faire. Après une nuit passée dans un minuscule bar miteux d'un étage à Paris, il a commencé à peindre des motifs. D'abord des motifs géométriques, puis des fractales complètes, puis des images qui seraient publiées dans les journaux du lendemain, puis la semaine suivante, puis celle d'il y a 50 ans, 100 ans dans le futur, 200 dans le passé. Puis, lors de la dernière nuit de sa vie, il a enlevé 3 jeunes filles chez elle, les a assassinées et a peint ses plus beaux chefs-d'œuvre en rouge et jaune avec le sang et la bile des vierges. Il s'est suicidé immédiatement après en avoir peint exactement 13. Celle-ci se trouve derrière la porte. Les peintures se trouvent derrière la porte. Les 6 premières à gauche montrent de gauche à droite la genèse de l'univers, le seul vrai visage de Dieu visible aux yeux de l'homme, la véritable image de Jésus, les nuages étendus du ciel, tous les papes depuis le premier jusqu'à des visages non encore reconnaissables, et un portrait de l'apparition de Jésus lors de son 2e avènement. 6 et 6 font 12. Mais qu'en est-il de la 3e peinture ? Eh bien, ce 13e tableau est retourné sur sa broche murale, l'image faisant face au mur. L'espace qui l'entoure est délimité par une corde d'un diamètre assez large, même très large. Et sous l'image retournée se trouve un panneau en 3 langues. En haut, les écritures des séraphins. En bas, les runes des ordres démoniaques les plus élevés. Et au milieu, des lettres romaines. Ne pas toucher. Maintenant, comme pour le baiser avec la femme dans l'ascenseur, je ne peux pas vous dire si cette partie est certaine. Mais tout de même, j'ai entendu dire que d'une manière ou d'une autre, alors qu'il mourait, Beauchamp a écorché sa peau, ses organes, son âme même, pour en faire une sorte de collage. Je ne saurais dire comment il a pris son cadavre pour créer un tel chef-d'œuvre d'horreur, et je n'oserais jamais le faire. Alors, si vous y arrivez, peut-être pourriez-vous retourner la toile et me le dire un jour ? Vous pourriez me le raconter autour d'un verre dans un bar miteux à Paris, par exemple. Les temps du couple Carlin, entre légende urbaine et amour éternel. Ce bruit infernal me réveille une fois de plus. Au début, je n'arrive pas à le localiser, alors que je sors des profondeurs obscures du sommeil. Puis je l'entends à nouveau, alors que le brouillard se dissipe, le klaxon familier d'une voiture. Je murmure pas encore, en me retournant pour faire face à ma femme, June, qui se réveille à son tour. « Qu'y a-t-il, Adam ?» me demande-t-elle. « Encore des enfants embêtants, j'en suis sûr. » Je me glisse sous les couvertures et me dirige vers la fenêtre qui donne sur l'étang. Je me glisse derrière le rideau de dentelle et écarte les stores à hauteur des yeux. À une 50aine de mètres, une voiture fait demi-tour sur le chemin de terre de l'autre côté de l'étang. En quelques secondes, ses feux arrière s'estompent dans un nuage de poussière et disparaissent finalement derrière les arbres qui bordent la façade de notre propriété. Je baisse les stores et les rideaux et me dirige vers la table de nuit, à côté de mon lit, pour prendre ma montre-bracelet. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que son cadran s'illumine et m'indique qu'il est 2h37 du matin. Je m'allonge de nouveau sur le côté du lit, l'endroit étant encore chaud. Tout ça à cause d'une stupide légende urbaine, dis-je d'un ton frustré et résigné. Je sens la main de June me frotter l'épaule de cette façon consolatrice que j'aime tant chez elle. Elle réussit toujours à me faire garder mon calme dans des moments comme celui-ci. Je continue à ressasser les événements dans ma tête jusqu'à ce que je trouve enfin le sommeil. En 1983, un incident s'est produit sur notre propriété. Nous ne vivions pas ici à l'époque, et lorsque nous avons emménagé, nous n'avions aucune idée de l'ampleur que prendrait l'infamie de cette terre. Vous voyez, nous vivons dans la vieille ferme sur la route 41. Oui, cette ferme-là.
À l'époque où cette ferme était prospère, elle appartenait à la famille Carlin. Elle a connu un succès modéré pendant de nombreuses années, mais a commencé à décliner progressivement à la fin des années 70. La ferme a rapidement commencé à être déficitaire et l'incident de 1983 a été le dernier clou dans le cercueil, si l'on peut dire. En cette nuit fatidique d'août 1983, 2 adolescents amoureux se sont retrouvés sur les terres à la ferme, à l'étang pour être exact. Ils étaient là pour s'amuser de manière inoffensive, sans aucun doute. Peut-être un peu d'alcool, peut-être un peu de tabac, peut-être un peu de shit, peut-être un peu d'embrassade ou même une baignade nue. Quoi qu'il en soit, cela s'est mal terminé. Tous deux ont fini par se noyer dans l'étang. Leurs corps ont été retrouvés, mais l'enquête n'a jamais permis de déterminer pourquoi ils s'étaient noyés. De nombreuses rumeurs ont commencé à se former sur la façon dont ils étaient morts. Les rumeurs allaient d'une entité surnaturelle dans l'étang qui tirait les nageurs sous l'eau, à un mystérieux tourbillon qui aspirait les gens vers le bas, en passant par des extraterrestres qui s'étaient écrasés sur la ferme et qui noyaient les gens. Si l'on pouvait l'imaginer, cela devenait une théorie. Et plus c'était bizarre, mieux c'était. C'est là qu'intervient la légende urbaine. Je ne sais pas comment ni quand elle a commencé, ni par qui, mais il paraît que si vous allez au bout du chemin de terre de notre propriété la nuit, jusqu'au bord de l'étang, avec vos phares qui éclairent l'eau, et que vous klaxonnez 3 fois, vous verrez une apparition des 2 adolescents qui se sont noyés, flottant au-dessus de l'eau, presque comme s'ils marchaient au-dessus de l'eau. Au fil des ans, c'est devenu une activité populaire, née des défis, de traditions de bizutage et d'un simple ennui, que de tenter ce rituel absurde dans l'espoir d'apercevoir les amants morts au-dessus de l'eau, à mon grand désarroi et à celui de June. Je passe la matinée debout sur le quai qui surplombe l'étang, un café chaud à la main. Mon souffle est visible devant moi dans l'air vif de la fin d'automne. Les arbres de l'autre côté de l'étang sont magnifiques à cette période de l'année, surtout lorsqu'ils sont rehaussés par le brouillard qui s'attarde à la surface de l'eau. Les feuilles flamboyantes d'orange, de rouge et de jaune semblent s'élever dans l'air dense et opaque. J'entends des pas et June me rejoint sur le quai avec son café. « C'est vraiment beau, n'est-ce pas ?» me demande-t-elle. « Ouais, j'ai toujours aimé cet endroit, c'est si paisible. Ce serait parfait s'il n'y avait pas les touristes. » Je fais un geste de guillemets avec les doigts de ma main libre en prononçant ce dernier mot. Nous sirotons tous les 2 nos cafés. Puis j'ajoute, je pense que je vais faire ce dont nous avons parlé, clôturer la propriété et installer un portail en travers de l'allée. Ma femme m'a répondu par un « Oh Adam, nous en avons déjà parlé. Tu sais que tu n'es plus en état de faire ce genre de travail. » Je lui ai répondu que dans ce cas-là, je paierais quelqu'un d'autre pour le faire. Ma réponse est plus vive que je ne l'avais prévu. Après une brève pause, je poursuis. « Désolé chérie, je voulais pas m'en prendre à toi. Je suis juste fatigué de tous les coups de klaxon et fatigué d'attraper des gens sur nos terres. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un soit blessé ou que quelqu'un essaie de nous faire du mal. » « Pourquoi est-ce que tu penses ça ? » C'est mon garde-fou. Tu sais comment sont les gens. Ils visitent l'étang et quand rien de surnaturel ne se produit, ils peuvent tourner leur attention vers notre maison et, par exemple, essayer d'entrer par effraction ou quelque chose comme ça. June me fait un sourire en coin. Eh bien, ce n'est pas hors du domaine du possible, tu sais, je réponds. Surtout s'ils sont défoncés à je ne sais quoi. June prend mon bras libre dans le sien. Les gens qui veulent vraiment entrer trouveront toujours un moyen de le faire, dit-elle. Je sais, mais je pense qu'un portail ou autre, ça réduirait considérablement le nombre de personnes qui essaient. Elle me répond avec gentillesse. Si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Elle m'embrasse sur la joue et se retourne vers la maison. Ne reste pas trop longtemps dehors, dit-elle par-dessus son épaule. Il fait particulièrement froid ce matin. Je reste là quelques minutes de plus, m'imprégnant de la paix et de la beauté, mais redoutant ce qui pourrait arriver à la tombée de la nuit. Cette fois, nous entendons le vacarme avant même d'être au lit pour la nuit. En fait, nous sommes assis dans des fauteuils à bascule sur le porche avant lorsque nous voyons les phares s'approcher de l'autre côté de l'étang.
Il ne fait pas encore complètement nuit, mais le ciel indigo du crépuscule se rapproche rapidement. Les pneus crissent sur le gravier et la terre, tandis que la voiture s'approche lentement du bord de l'étang et s'arrête. À l'angle où se trouve notre maison par rapport à l'étang, les phares de la voiture ne sont pas dirigés directement sur nous, et je suppose que le conducteur ne peut tout simplement pas nous voir. Nous restons immobiles sur nos chaises et attendons un instant. Nous savons ce qui va se passer. « Celui-là est assez proche du bord, » dis-je. Avant que June ne puisse répondre, la conductrice fait retentir le klaxon pour la première fois. « Oui, elle est juste au bord, » confirme ma femme lorsque le coup de klaxon se termine. Puis, un deuxième coup de klaxon retentit, se répercutant sur les collines ondulantes des terres agricoles derrière notre maison. Je me lève et me dirige vers le bord du porche. Je suis agacé et mes nerfs en ont assez. Je fais quelques pas sur la pelouse. « Ne fais rien de stupide !» m'appelle June. Je lui fais signe de partir et je continue à marcher. Le klaxon retentit une troisième fois. Je suis maintenant sur le quai, juste en face de la voiture. Ils doivent sûrement me voir dans le faisceau de phare. Le conducteur, apparemment paniqué, enclenche la marche arrière et appuie sur l'accélérateur. Les pneus arrière tournent, projetant des morceaux de terre et de gravier vers l'avant. J'entends des particules s'entrechoquer lorsqu'elles frappent les côtés de la voiture. Avec la perte d'adhérence, la voiture commence à glisser vers l'avant. Le bas de la carrosserie touche d'abord l'eau, puis les pneus avant immobiles. En un instant, les phares sont presque submergés. Le conducteur relâche l'accélérateur avant de s'enfoncer davantage. La voiture reste immobile pendant quelques secondes. Je me tiens au bout du quai et j'observe, toujours aussi frustré. La dernière chose que je souhaite, c'est d'aller secourir les voyous qui nous terrorisent. Alors que je suis en train d'échafauder un plan pour les aider, le conducteur semble avoir un moment de lucidité. Il appuie doucement sur l'accélérateur, juste assez pour ne pas casser l'adhérence. Petit à petit, la voiture recule et, par miracle, parvient à s'extirper de l'eau qui l'entoure. Une fois libéré, le conducteur effectue un demi-tour précipité et s'élance sur le chemin qui s'éloigne de notre propriété, en faisant des queues de poisson tout au long du trajet. Il ne reste qu'un nuage de poussière de ce côté de l'étang. « Il s'en est fallu de peu !» dit June avec enthousiasme. Elle se tient au bord du porche. Je reviens vers elle. « Je te le dis, June, j'en ai assez. Je veux juste un peu de paix et de tranquillité ici, c'est trop demandé. On peut toujours déménager, propose-t-elle. Mais on ne devrait pas avoir à le faire. Je me sens bien ici sans cette putain de légende urbaine. Je pointe un pouce par-dessus mon épaule en direction de l'étang. Elle soupire et me prend la main lorsque j'atteins le porche. Je continue à marcher et elle me suit rapidement, toujours main dans la main. Les ressorts de la vieille porte métallique grincent lorsque je l'ouvre. Nous entrons dans le foyer et je relâche la main de June. Je pense que j'appellerai les responsables de la clôture demain, dis-je alors que la porte se referme en claquant. Je referme la porte en bois épais qui se trouve derrière et la verrouille à double tour. 3 nuits plus tard. Ronnie se dirige vers l'étang Carlin en voiture avec sa petite amie Christy. Des arbres touffus, de toutes formes et de toutes tailles qui bordent la route 41 apparaissent dans leurs phares et disparaissent tout aussi rapidement, chaque arbre semblant savourer son bref moment sous les feux de la rampe. Christy est visiblement nerveuse, mais Ronnie est déterminée à lui montrer. « On ne peut pas faire demi-tour et revenir en arrière ?» supplie Christy. « On est presque à l'embranchement. C'est quelque part sur la gauche, juste après un énorme rocher, » dit Ronnie, ignorant complètement sa demande. Christy aperçoit le rocher et sent une pointe d'effroi lui envahir l'abdomen. Il y a toutes sortes de graffitis peints sur le rocher. Sans doute un marqueur pour alerter les curieux de l'endroit exact. Ronnie ralentit la voiture et s'engage sur le chemin de terre et de gravier. L'herbe pousse en hauteur au centre du chemin, entre les endroits où les pneus de la voiture grincent sur les petits rochers. La poussière s'élève derrière eux, tandis que Ronnie conduit lentement la voiture dans un virage serré à droite. Les arbres sont si serrés des deux côtés que des branches frappent le pare-brise et raclent les portières.
La voiture s'engage dans une clairière et l'étang apparaît. « Cet endroit me donne la chair de poule !» murmure Christy. « Et tu es venu ici tout seul l'autre soir ?»« Ouais, c'est pas cool !» Ronnie arrête la voiture à quelques mètres du bord de l'étang, ses phares révélant les ornières qu'il a laissées la dernière fois. Il pointe du doigt le lointain par le côté gauche du pare-brise. « Regarde cette vieille maison !»« C'est dégueulasse, ça a l'air délabré. C'est comme si personne n'y avait vécu depuis des décennies, » répond-elle. « Mais je jure que j'ai vu quelqu'un l'autre soir. Après avoir klaxonné 3 fois, il est apparu, comme dans la légende. C'est ce que j'essayais de te dire. » Christy est contente qu'il fasse noir dans la voiture pour que Ronnie ne la voie pas rouler des yeux. On dirait qu'il ne parle que de ça ces derniers temps. Il a passé presque tout son temps libre sur Internet à faire des recherches sur l'histoire de ce mythe urbain. Le fruit de ses efforts est désormais dissimulé sous forme d'imprimés un peu partout dans la voiture. Un article de presse dans la boîte à gants. Un récit d'exploration urbaine de première main sur un tableau d'affichage dans la console. Et Christy pense être assise sur une capture d'écran de Google Maps avec un cercle rouge tracé autour de l'embranchement de la route 41. « Tu es prête ?» demande Ronnie. Christy soupire de frustration et dit « Ouais, finissons-en pour qu'on puisse partir. » Ronnie actionne le klaxon pour la première fois. Retour dans la maison du couple. À l'intérieur de la maison, je détourne mon regard du livre que je suis en train de lire lorsque j'entends le coup de klaxon. June replie le coin de son journal et me regarde de l'autre côté de la pièce. Nous partageons un regard qui dit « Et voilà, c'est reparti ». Je me lève de mon confortable fauteuil et me dirige vers l'entrée. Je débloque les serrures et ouvre la lourde porte en bois. À travers la moustiquaire de la porte métallique, j'aperçois des phares de l'autre côté de l'étang. J'ouvre la porte et sors en trombe sur le porche, June me poursuivant. Un deuxième coup de klaxon retentit. De retour à la voiture de Ronnie. « Tu as vu ça ?» demande Ronnie, tout excité. « Je vois du mouvement là-bas !» Il pointe du doigt la maison et le quai. Christy sursaute. « Est-ce que quelqu'un vit vraiment ici ?» demande-t-elle. « Mais l'article disait que personne ne vivait ici depuis que la ferme avait fermé. » Ronnie actionne le klaxon une 3e fois. « Je te le dis, Christy, personne ne vit ici. Je veux dire, regarde l'état de la maison. » Le mouvement dans l'ombre s'intensifie et bientôt, éclairé par les phares de la voiture, 2 silhouettes, un homme et une femme, apparaissent. « C'est eux! C'est Adam et June !» s'écrie Ronnie. Christy se souvient des noms cités dans l'article sur le jeune couple noyé. Les silhouettes s'approchent de l'extrémité du quai et dans un mouvement qui défie toute physique, poursuivent leur sprint à la surface de l'eau. Christy hurle. Ronnie place le sélecteur de vitesse en position de marche arrière et appuie sur la pédale. Les pneus patinent à nouveau, mais cette fois-ci, la prudence dont il a fait preuve en ne se garant pas trop près du bord est payante, et il obtient suffisamment d'adhérence pour que la voiture recule. Il effectue un demi-tour paniqué, pendant lequel Christy regarde craintivement par la vitre latérale. Les apparitions d'Adam et de June sont bien trop proches maintenant. Elle hurle « Vas-y, vas-y !» Ronnie fait avancer la voiture sur la route poussiéreuse, les feux arrière disparaissent derrière les arbres. De retour avec Adam et June. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste me reposer en paix. Nous flottons toujours au-dessus de l'eau avec June. Chut. Elle me frotte le dos et les épaules de sa manière toujours réconfortante. Adam, ce ne sont que des enfants curieux et ils ne peuvent pas nous faire de mal, me rassure-t-elle. Allez, rentrons à l'intérieur. Alors que nous nous retournons vers la maison sombre et délabrée, je dis « Je t'aime, June ». Elle me répond avec son ton si apaisant « Je t'aime aussi, Adam, je t'aimerai toujours ». Ne deviens pas tueur sanguinaire quiconque le souhaite.
Avez-vous déjà eu envie de faire quelque chose de terrible? Je ne parle pas de quelque chose de mineur comme voler une barre chocolatée ou rouler au-dessus de la limite de vitesse. Non. Je parle de quelque chose de plus proche du meurtre. C'est ce que mon groupe d'amis a décidé. En tant que groupe, nous allions tuer quelqu'un. Nous commencerions par une seule personne, quelqu'un dont personne ne se soucierait, juste pour voir si nous y prenions goût. Si ça ne marchait pas, nous irions chacun de notre côté et nous n'en parlerions plus jamais. Nous nous sommes tous les 4 rencontrés sur des forums de discussion en ligne, avec une chose en commun. Nous étions des exclus. Nous avons passé des mois à discuter en ligne avant de décider de nous rencontrer en personne. Je vais vous donner une brève description de chacun d'entre nous. Xavier était plutôt grand, au moins 1,80 m, et probablement un peu en surpoids. C'était la tête brûlée du groupe, et en raison de sa taille, nous l'avons laissé faire. Malgré ça, il était probablement aussi le plus doux du groupe. Si quelqu'un ne pouvait pas suivre notre plan, c'était lui. Ensuite, il y avait Mitch, qui était de taille normale, à peu près la même taille et le même poids que moi. Mitch était la personne dont j'étais le plus proche dans le groupe. Nous partagions tous les deux l'amour des jeux vidéo classiques. Mitch avait été maltraité par son beau-père pendant la majeure partie de sa vie. Il pense que sa noirceur a toujours été présente, mais que la maltraitance n'a fait que l'enflammer davantage. Ensuite, il y avait Stéphanie, mais nous ne l'appelions que Steph. C'était la seule fille du groupe, et contrairement à Xavier, elle était incroyablement petite, environ 1,50 m. La plupart des personnes de petite taille que je connais sont bruyantes et apparemment toujours en colère, mais pas Steph. Steph est l'une des personnes les plus calmes que je connaisse, quelle que soit la situation. Je ne sais pas exactement d'où vient sa noirceur, mais elle est bien présente. Enfin, il y a moi. Je ne dirais pas que j'ai quelque chose de spécial. Je suis une personne moyenne dans tous les domaines imaginables. La seule chose, c'est que je n'ai jamais pu m'intégrer à d'autres personnes moyennes. Même dans ce groupe, je me sens parfois comme un étranger, mais c'est peut-être ce qu'il me faudrait pour m'intégrer enfin. C'était la 3e fois que nous nous rencontrions quand Mitch avait suggéré de tuer quelqu'un. Les 2 autres pensaient d'abord qu'il plaisantait, mais je savais qu'il était complètement sérieux. Après une longue discussion, nous avons tous décidé d'aller au bout. Le seul problème, c'est que nous ne savions pas exactement qui nous allions tuer. Pour commencer, nous savions que nous voulions commencer par une seule personne. Le nettoyage serait plus facile, ce ne serait qu'un test. Nous savions aussi que nous voulions que ce soit quelqu'un que personne ne chercherait, un solitaire, un drogué, etc. Enfin, il serait préférable de trouver quelqu'un qui habite en dehors de la ville, à la campagne. S'il vivait dans un endroit isolé, cela nous faciliterait la tâche et réduirait nos chances de nous faire prendre. Nous avons donc commencé à chercher la victime parfaite, et après quelques semaines, j'avais trouvé la personne parfaite. C'était un homme âgé, qui vivait dans une maison incroyablement grande. Cependant, cette maison se trouvait au milieu de nulle part. Il fallait emprunter d'innombrables routes secondaires pour l'atteindre, et elle se trouvait à au moins 30 km de la ville la plus proche. Il ne quittait sa maison qu'une fois par semaine pour aller faire ses courses en ville, et il n'a jamais reçu de visite pendant la période où je l'ai surveillé. C'était parfait. J'en ai parlé aux autres, et nous avons commencé à élaborer notre plan. Nous allions le faire le lendemain de son passage à l'épicerie, de façon à ce que ceux qui le reconnaîtront en ville ne soient pas immédiatement méfiants s'ils ne le voyaient plus. Aucun d'entre nous n'avait d'armes, mais ce n'était pas grave. Les armes sont trop bruyantes, et il n'y avait qu'un seul vieil homme. L'idéal était de se faufiler pendant qu'il dormait et de prendre l'avantage sur lui. Nous avions des couteaux et des entraves, ce qui, nous l'avions deviné, serait plus que suffisant. Le seul problème était, comme je l'ai dit, que la maison était immense et que je ne savais pas exactement dans quelle pièce il dormait. J'étais entré par effraction dans la maison lorsqu'il avait fait l'une de ses courses pour obtenir le plan, mais il y avait plusieurs chambres potentielles dans lesquelles il pouvait dormir. Aucune d'entre elles n'était en désordre ou ne présentait de signes indiquant que quelqu'un y vivait.
Plusieurs placards contenaient également des vêtements d'hommes, ce qui laissait présager un jeu de devinette. Nous devions le trouver sans l'alerter, mais en fin de compte, ce n'est qu'un vieil homme, n'est-ce pas? Une fois les préparatifs terminés, nous nous sommes donc mis en route. Nous sommes presque arrivés. Je vais me garer derrière ces buissons devant nous. On fera le reste du chemin à pied. Voici ce que j'ai dit lorsque nous nous approchions de la maison. Tu es sûr de toi? Xavier commence à gémir. Bien sûr que je suis sûr. Si tu veux faire marche arrière maintenant, c'est ta dernière chance, hein, Xavier. Une fois que nous serons sortis du véhicule, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Répondit Mitch à ma place. Je ne fais pas marche arrière. Pour qui me prenez-vous? Je voulais juste m'assurer que vous étiez prêts. Répond Xavier, visiblement un peu nerveux. Ok, ça suffit les garçons. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Après ce soir, tout change. Steph a ajouté, toujours la voix de la raison. J'ai garé le véhicule et je l'ai caché du mieux que j'ai pu à côté de quelques arbustes. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait par là, mais c'était une assurance supplémentaire. Si quelqu'un venait à passer, mon véhicule se ferait remarquer. J'ai enlevé la plaque d'immatriculation comme mesure supplémentaire et je l'ai placée dans le coffre. Nous sommes sortis et avons commencé à marcher vers la maison. Alors que nous nous approchions de la maison, Xavier reprit la parole. « Bon sang, cet endroit est gigantesque. Qui construirait une maison aussi grande au milieu de nulle part? Et tu es sûr que tu n'as aucune idée de la chambre dans laquelle il dort ?» J'ai haussé les épaules et j'ai répondu « Non. Une fois qu'on sera à l'intérieur, Mitch et moi prendrons le côté gauche de la maison. Et vous deux, le côté droit. On commencera par l'étage inférieur et on se retrouvera avant de monter à l'étage. » Steph acquiesce et ajoute « Et si nous le trouvons, attachons-le et utilisons nos talkie-walkie pour le dire à l'autre groupe. » J'ai souri et j'ai acquiescé. Nous connaissions tous le plan, nous l'avions revu un nombre incalculable de fois. Nous avions acheté des talkie-walkie pour éviter d'utiliser nos téléphones. Nous voulions qu'il n'y ait aucune chance que le GPS de nos téléphones nous ramène à cet endroit. Une fois que nous avons atteint la porte d'entrée, Steph a sorti un crocheteur de serrure et s'est mis au travail. Il nous a fallu moins d'1 minute pour entendre un déclic, signifiant que la porte d'entrée était maintenant déverrouillée. Nous avons tous pris une grande inspiration et sommes entrés. En entrant dans la maison, il y avait un énorme escalier droit devant, avec de longs couloirs à droite et à gauche. C'est pourquoi j'ai suggéré que nous nous séparions. Pas entièrement, bien sûr, mais que nous restions par groupe de 2, au cas où quelque chose tournerait mal. Mitch et moi avons commencé à nous faufiler dans le couloir de gauche. Il était vraiment énorme. Au bout de ce couloir, il y avait 5 chambres, et au bout se trouvait la cuisine et la salle à manger. Nous nous sommes approchés de notre première porte. J'ai pris les devants cette fois-ci, et j'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible. Une fois qu'il y eut assez d'espace pour entrer, nous nous glissâmes tous les deux à l'intérieur. Il y avait un lit et une armoire pleine de vêtements, mais il n'y avait personne. Nous avons ouvert et pénétré à tour de rôle dans les 4 chambres suivantes. Mais comme dans la première, il n'y avait personne dans chacune d'entre elles. Il n'y avait pas non plus de message provenant du talkie-walkie. Nous avons donc supposé que c'était la même chose de l'autre côté. Il devait être à l'étage. Juste au cas où, nous avons décidé de vérifier la cuisine. Je suis sûr que les personnes âgées aiment aussi les collations de minuit. Alors que Mitch et moi commencions à nous diriger vers la cuisine, nous avons entendu quelque chose s'approcher de nous. Des pas. Mais ce n'étaient pas des pas normaux, et ils venaient vers nous incroyablement vite. Avant que nous ayons pu réagir, une silhouette est sortie de l'obscurité et s'est jetée sur Mitch. C'était un chien, un berger allemand pour être exact. Le chien avait déjà commencé à arracher la gorge de Mitch, qui n'a même pas pu attraper son couteau pour se défendre. Je savais que je n'avais aucune chance contre cette bête seule, alors j'ai couru. J'ai atteint la porte qui reliait la cuisine au couloir et je l'ai fermée en faisant sauter le verrou. J'ai laissé mon meilleur ami mourir juste pour me sauver moi-même. Même si je savais que j'étais en sécurité pour l'instant, j'ai continué à sprinter vers le centre. Je m'apprêtais à sortir mon talkie-walkie pour prévenir les autres, mais lorsque j'atteignis les escaliers du centre, les 2 autres étaient là à attendre. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu cours? Et où est Mitch ?» demanda Xavier.
Mitch... Mitch est mort. Il y avait un chien, on n'a pas eu le temps de réagir. J'ai réussi à sortir en trébuchant. Xavier s'est immédiatement approché de moi et m'a attrapé par la chemise avant de me dire « Comment ça, Mitch est mort? Pourquoi tu ne l'as pas aidé ?»« Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. J'ai piégé le chien, mais il faudra s'en occuper plus tard. Et le corps de Mitch aussi. Je ne sais pas d'où vient le chien. Il n'était pas là les autres fois où j'ai repéré cet endroit. Nous n'avons pas d'autre choix que de tuer le vieil homme maintenant, et vite, avant que ce chien ne fasse trop de dégâts. » Xavier commença à reculer son poing. « T'es fou! On va chercher Mitch et on se tire d'ici !» Steph a pris la parole. « Non, il a raison. » Elle me sauve de justesse. « On n'aura pas le temps de s'occuper du corps de Mitch, surtout avec ce chien à l'intérieur. On doit éliminer le vieil homme avant qu'il ne soit alerté de notre présence, si ce n'est déjà fait. » Xavier a lâché son poing. Il n'était pas content, mais il a toujours écouté Steph. Nous nous sommes mis d'accord pour rester tous les trois ensemble et nous sommes montés à l'étage. L'étage, tout comme le rez-de-chaussée, était immense, mais il était légèrement plus petit. Chaque côté contenait 4 grandes pièces, mais il n'y avait pas de pièce spéciale comme en bas. Nous avons commencé par fouiller le côté gauche. Depuis que j'ai perdu notre ami, Xavier ne me fait plus confiance. Il a pris l'initiative d'entrer en premier dans chaque pièce. Je voulais lui faire remarquer qu'il ouvrait les portes trop agressivement, qu'il faisait beaucoup trop de bruit, mais je savais qu'il s'en moquerait et qu'il deviendrait certainement encore plus furieux. La partie gauche de l'étage était vide. Nous nous sommes donc dirigés vers le côté droit. Une fois arrivés à la 3e porte, nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. Le vieil homme était là et il était encore endormi, d'une manière ou d'une autre. Xavier n'avait qu'entrouvert la porte avant de l'apercevoir. Il nous a dit de nous préparer. Je l'ai regardé prendre une grande inspiration avant de faire pivoter la porte. Mais au lieu d'entrer dans la pièce, Xavier a commencé à tomber en arrière. En ouvrant la porte, il avait déclenché une sorte de mécanisme. Un carreau d'arbalète sortait maintenant de son front. Il était mort avant même d'avoir touché le sol. Steph a finalement perdu son sang-froid et s'est mise à crier. Je me suis approché d'elle par derrière. Je l'ai étranglée jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle avait perdu connaissance. Je me suis tourné vers le vieil homme qui se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte. « Alors, comment j'étais, grand-père ?» Le vieil homme répondit avec un grand sourire. « Tu étais excellent, tu fais toute ma fierté. » Mon grand-père a tiré les gens dans cette maison et les tué bien avant ma naissance. Mon père avait essayé de m'empêcher de le rencontrer, mais après la mort de mon père dans un accident de voiture, j'ai rencontré mon grand-père à l'enterrement. Nous partageons la même noirceur, et maintenant qu'il est plus âgé, je vais continuer le travail qu'il a fait pendant si longtemps. J'ai attaché Steph et je l'ai traînée dans la pièce voisine avant de la placer sur une table. Elle serait ma première. Techniquement, mon chien avait tué Mitch et le piège avait tué Xavier. Ce serait donc la première fois que je serais seul à commettre le meurtre. Steph avait été mon ami, alors je lui donnerais une mort rapide, mais j'avais besoin d'un trophée d'abord. On ne peut pas fêter sa première fois sans trophée. J'ai donc pris ses yeux. Ils avaient toujours été si calmes jusqu'au moment où elle a vu Xavier mort. Je les chérirai à jamais. Après avoir pris ses yeux, j'ai fait ce que j'avais promis et j'ai rapidement plongé un grand couteau dans son cœur. Je savais que personne ne viendrait chercher mes amis décédés, mais j'avais encore beaucoup de nettoyage à faire. Les gens disent toujours que l'on fait des erreurs la première fois, mais je pense que tout s'est parfaitement déroulé. Maintenant, j'ai juste hâte de me faire de nouveaux amis. Peine capitale. Vous vous souvenez peut-être qu'en juin 2021, la première exécution télévisée en direct d'un condamné à mort s'était déroulée sans accroc. Il s'agissait de l'une des émissions télévisées les plus attendues de ces dernières années, et même, je suppose, du XXIe siècle. Les mois qui ont précédé l'événement ont été riches en controverses. Il y a eu des affrontements entre les manifestants et les partisans. Les manifestants estimaient que le grand public, et en particulier les enfants,
ne devait pas être soumis à une telle barbarie. Les partisans ont fait valoir que le visionnage n'était pas obligatoire et que les parents pouvaient empêcher les enfants de le voir s'ils estimaient qu'il était nécessaire de les protéger. De plus, cette diffusion aurait un effet dissuasif important sur de nombreux criminels en puissance et en activité. À tort ou à raison, la décision avait déjà été prise et approuvée par toutes les agences gouvernementales concernées. Lorsque l'annonce a été faite en janvier, la question est devenue le principal sujet de conversation de tous les hommes, femmes et enfants. Les gens ont discuté autour de la fontaine à eau de leur lieu de travail. Des inconnus en ont parlé dans le métro, les bus et les salles d'attente des médecins. Les écoliers en parlaient à la récréation et dans tous les vestiaires des gymnases. Partout, on pouvait écouter les conversations depuis les tables de restaurants adjacentes. Tout le monde avait une opinion, et tout le monde était curieux de savoir comment les choses allaient se dérouler. Le criminel s'appelait Harlan Wade Forrester, connu sous ces 3 noms comme la plupart des tueurs en série. Toutefois, avant sa capture, le public le connaissait sous le nom de tueur au baron rouge, parce qu'il avait laissé à chacune de ses victimes une croix de Malte soigneusement gravée dans le bas de leur dos. Il était l'exemple même de l'être humain le plus vil. Au cours des 3 années qui ont précédé sa capture, il a réussi à enlever et à assassiner 23 personnes, principalement des adolescentes, mais aussi parfois des hommes et des femmes adultes. Il avait toujours laissé leurs cadavres à l'air libre, posés dans des situations des plus ordinaires. Par exemple, l'une de ses victimes a été retrouvée tôt le matin, au lever du soleil, assise sur un banc public, la main posée paume en l'air sur ses genoux. La main était remplie de graines d'oiseaux et les pigeons volaient et mangeaient dans sa paume. Une autre personne a été découverte tard dans la nuit dans un wagon de train à Chicago, appuyée contre la fenêtre comme pour regarder le paysage qui défilait. Elle avait des écouteurs en place et un lecteur MP3 en marche. Il en va de même pour chacune de ses victimes. L'une a été retrouvée au volant d'une voiture dans un parking de Kmart. Une autre encore se détendait dans une chaise de jardin sur sa terrasse arrière, avec des lunettes de soleil et un verre contenant un petit parapluie. Toutes ces victimes étaient entièrement vêtues. Elles semblaient toutes aller parfaitement bien et être normales jusqu'à ce qu'on les aborde. Les incidents ont eu lieu dans 9 États du Midwest. À mesure que le nombre de cadavres augmentait, la panique s'installait. Les faits divers se succèdent sans discontinuer. Il est devenu de plus en plus rare de voir des adolescentes sortir toutes seules. Elles ont commencé à tout faire en groupe, par 2 au minimum. Les gens ne restaient dehors tard dans la nuit que s'il le fallait absolument. Beaucoup ne sortaient pas du tout après la tombée de la nuit, et si quelqu'un était surpris en train de dormir ou de se reposer sans bouger dans un lieu public, on l'approchait avec une grande prudence, car il était considéré comme la prochaine victime potentielle du Red Baron Killer, le tueur baron rouge. Le jour où l'on a annoncé qu'il avait été capturé, les grandes villes ainsi que les petites villes ont poussé un soupir de soulagement collectif. Le soulagement a gagné la population et les choses sont revenues à la normale. Les gens ont repris le cours de leur vie sans avoir à penser à ce fou. Le procès d'Harlan Forrester a passionné la nation. Il était sans conteste l'homme le plus détesté d'Amérique. Et si vous posiez la question à n'importe qui, il vous dirait qu'il avait hâte de le voir payer pour ce qu'il avait fait. Il se trouve que leur souhait a été exaucé. La procédure judiciaire a fait l'objet d'une grande publicité. Et il ne s'est pas passé un jour sans que les chaînes d'information locales et nationales ne fassent le point sur l'évolution du procès. Certaines chaînes avaient déjà cherché un cas à utiliser comme précédent. Mais 2 facteurs principaux ont conduit à ce que le cas de Harlan soit choisi comme le premier à faire l'objet d'une exécution télévisée. Le premier facteur est qu'il était coupable sans l'ombre d'un doute. Après la collecte et la présentation de toutes les preuves d'ADN et d'empreintes digitales, il avait avoué tous les meurtres et en avait même divulgué 2 qui n'avaient jamais encore été découverts. Il était hors de question que la chaîne autorise l'exécution d'un criminel en direct à la télévision s'il n'y avait ne serait-ce qu'une infime chance qu'il soit innocent. Deuxième facteur, tout le monde voulait sa mort.
Comme indiqué précédemment, l'opinion du public sur Harlan était comparable à celle de Charles Manson ou d'Adolf Hitler. Si la chaîne devait agir, c'était le moment. La tempête était parfaite. Le procès s'est achevé en décembre 2020 et Harlan a été condamné à la peine de mort par injection létale. L'exécution a été immédiatement programmée pour le lundi 21 juin 2021 à 18h. Cette brièveté de la procédure judiciaire est quasiment inédite, mais des circonstances particulières ont été rencontrées en raison de la nature de l'affaire et afin de maintenir l'intérêt du public pour la diffusion imminente de l'exécution. Le jour de l'exécution de Harlan, le pays tout entier et de nombreuses autres parties du monde se sont retrouvés pratiquement à l'arrêt. Les gens ont pris leur journée pour préparer leur maison à des soirées de visionnage. Ceux qui devaient travailler ce jour-là s'assuraient que les téléviseurs des salles de pause et de conférences étaient capables de capter la chaîne qui avait remporté l'appel d'offres pour la retransmission. À l'approche de 18h, il y avait de moins en moins de voitures sur les routes, jusqu'à ce que presque toutes les zones métropolitaines du pays ressemblent à un désert post-apocalyptique. Le temps s'est arrêté. Et nous avons tous regardé, rivés à nos téléviseurs et à nos appareils. Ce moment est devenu l'un de ceux que les gens n'oublieront jamais. Tout comme c'est le cas pour les attentats du 11 septembre, ils se souviendront toujours de l'endroit où ils se trouvaient et des personnes avec qui ils étaient lorsqu'ils l'ont vu se produire. En septembre 2021, j'ai assisté à la vente aux enchères de la succession d'un homme nommé John Radcliffe. Il était mort seul quelques jours auparavant, victime d'une apparente violation de domicile. Il n'avait pas de testament et aucun parent proche ne voulait réclamer ses biens. L'État a donc pris en charge la vente de ses effets personnels. J'ai toujours aimé me rendre à des ventes aux enchères comme celle-ci, car de temps en temps, je tombais sur une affaire trop belle pour la laisser passer. Cette vente aux enchères n'a pas fait exception à la règle. En tant que cinéphile, j'ai été très enthousiaste lorsque le lot numéro 312 a été mis en vente. Il s'agissait de 2 grands bacs en plastique remplis de films Blu-ray et DVD. J'ai estimé qu'il y en avait probablement 200 ou plus. Pendant la vente de ce lot, j'ai levé la main à plusieurs reprises jusqu'à ce que je sois le seul enchérisseur restant. J'ai souri, sachant que j'avais fait une excellente affaire pour la modique somme de $57. De retour chez moi cet après-midi-là, j'étais impatient de commencer à déballer et à cataloguer le contenu des bacs. En retirant le couvercle du premier bac, ma première pensée a été « je vais devoir acheter d'autres étagères ». Mais c'était un problème auquel je ne voyais pas d'inconvénient à faire face. J'ai passé des heures à déballer les films et à les ranger par ordre alphabétique sur le sol de mon salon. C'est ce que j'ai trouvé au fond du deuxième conteneur qui m'a laissé perplexe. Une petite clé USB non marquée. J'ai d'abord haussé les épaules et les mise de côté pour continuer mon catalogage. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela me turlupinait. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai branché la clé. La clé contenait un seul fichier audio intitulé rbkexecution.mp3. RBK étaient les initiales du tueur en série Red Baron Killer, le tueur Red Baron. J'ai double-cliqué dessus. Le clip audio commença par un bruit démesuré. La personne qui enregistrait tâtonnant avec le microphone. Il s'est ensuite stabilisé dans le sifflement régulier du bruit de fond ambiant. « Je suis John Radcliffe », commence l'enregistrement. Et j'ai le sentiment que je dois partager mon histoire. Cela fait des semaines que cela me préoccupe et je veux m'en débarrasser. Il fait une pause et se racle la gorge. J'ai participé à l'exécution en direct de Harlan Wade Forrester, le tueur Baron Rouge. Le directeur adjoint de la prison où il était détenu m'a contacté 2 jours avant son exécution et m'a demandé si je voulais y participer. Je n'avais aucune idée de la raison à l'époque. Ce n'est que lorsque j'ai été escorté à la prison et que j'ai été informé par le directeur que j'ai vraiment compris ce qui se passait. Il y eut une autre pause, puis un bruit comme s'il avait bu une gorgée de bouteille, qui laissa place à un sifflement plus ambiant. Vous voyez, j'ai été choisi parce que je ressemble beaucoup à Harlan. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit.
Et je suis d'accord, je lui ressemble vraiment. Eh bien, il se trouve qu'Arlan s'est échappé de sa cellule de prison la veille. Ne me demandez pas comment il a fait. Ils n'ont pas voulu m'en dire plus. Le fait est qu'il voulait procéder à l'exécution pour le bien du public. On en avait tellement parlé, des millions de dollars avaient déjà été dépensés pour le contrat avec la télévision, la publicité, etc. J'entends un autre verre de bouteille. Il ne voulait tout simplement pas que tout le monde retourne en mode panique, vous savez ? Non seulement ça, mais la prison avait besoin de sauver la face. Il y aurait eu de trop lourdes conséquences si les supérieurs avaient découvert que le Baron Rouge s'était échappé sous leur surveillance. Et donc, comme dit le vieil adage, le spectacle doit continuer, show must go on. Je suis resté allongé comme ils me l'ont demandé. Je n'ai pas bougé d'un poil. J'ai été un acteur parfait. Lorsque tout a été dit et fait, et que les caméras ont été éteintes, on m'a fait un compte-rendu. On m'a donné une compensation financière et on m'a dit de ne jamais parler de tout cela à qui que ce soit. J'ai dû signer un tas de documents à cet effet, puis ils m'ont laissé partir. Il y a eu une pause un peu plus longue, puis un autre cliquetis de bouteilles et une autre gorgée. Techniquement, en m'enregistrant de la sorte, je ne le dis à personne. Je l'enregistre juste pour ma propre conscience. J'ai besoin de mieux dormir. Puis j'entends un autre sifflement ambiant avant que le dispositif d'enregistrement ne s'éteigne. J'étais en état de choc. Je ne savais pas du tout quoi faire de cette information. C'était comme si j'étais tombé sur la preuve que l'alunissage avait été truqué, et que j'étais la seule personne sur Terre à le savoir. Sauf que dans ce cas, il y avait au moins une poignée d'autres personnes qui étaient au courant de la mascarade. J'avais besoin de réfléchir. J'ai allumé ma télévision, celle-là même sur laquelle j'avais vu un certain John Radcliffe simuler la mort d'Arlan Forrester en juin même. Le journal télévisé du soir était diffusé, et à ma grande surprise, il y était question de la mort de John Radcliffe. La jeune femme qui présentait le journal avait du mal à garder son calme pendant qu'elle lisait les lignes de son téléprompteur qui racontait que l'autopsie de John avait révélé une croix de Malte gravée dans le bas de son dos.